On va maintenant aborder la question de l'évaluation qui a souvent été présentée un peu en gros en termes négatifs depuis le début de cette conférence comme une menace, c'est-à-dire comme quelque chose qui à chaque fois menacerait l'apprentissage, l'entraînement, la créativité, etc. Donc là on va essayer peut-être voir que sait-on de l'évaluation en langue vivante étrangère et ça c'est pas posé, mais qu'est-ce qu'on aussi on peut en faire d'utile pour l'apprentissage. Donc c'est à vous Emmanuel Huvert. Bien, merci. On m'entend? Oui, ça va? Oui, Ouais. impeccable. Alors, effectivement, on pourrait commencer par dire que, d'une certaine manière, l'évaluation est partout. Elle a été partout ici dans un certain nombre d'exposés que vous avez entendus depuis hier. Elle a été abordée encore par Rita tout à l'heure. Partout aussi dans les discours sociaux, médiatiques. La suppression des notes, par exemple, est un espèce de serpent de mer qui revient assez régulièrement dans les journaux. Elle est partout et en même temps, elle est peut-être nulle part. Bon, je le dis de manière volontairement caricaturale, mais il y a peu de travaux de recherche, non pas sur l'évaluation en général, mais sur l'évaluation dans l'enseignement des langues et a fortiori dans les situations scolaires. Alors, s'il fallait définir le terme évaluation, je serais bien en peine de le faire. D'abord parce qu'il n'y a pas de consensus autour d'une définition possible d'évaluation. C'est plutôt un terme qui est particulièrement polysémique et qui entre en tension entre, disons, deux tendances. L'idée que l'évaluation renverrait à une mesure qui devrait être exacte, objective, fiable, éventuellement reproductible. Et puis, d'un autre côté, une conception de l'évaluation comme plutôt un jugement, une interprétation, éventuellement un acte de communication qui permet de guider l'enseignement ou l'apprentissage. Autre élément de complexité, c'est que l'évaluation renvoie à un nombre de dimensions importants. Qui est évalué? Les élèves, les enseignants, les établissements, les systèmes éducatifs. Qui évalue? Les élèves, les enseignants, des organismes certificateurs. Quand est-ce qu'on évalue? Pourquoi on évalue? Pourquoi, pour reprendre aussi l'expression de Véronique Castellotti hier, comment, avec des notes, des commentaires, etc. Donc ici, je ne vais pas évidemment traiter de tout ça. J'ai essayé plutôt de cibler le propos sur l'évaluation des apprentissages des élèves. Et puis, autre point important, je préfère parler de tendances dominantes ou éventuellement de tendances convergentes dans la recherche, plutôt que de parler de consensus ou d'acquis, parce qu'on verra, et on pourra peut-être aussi en discuter, que les points que je vais présenter comme convergents, ils font aussi débat. Dans la société et dans la recherche. Donc, je vais présenter d'abord des tendances qui sont donc convergentes dans la recherche, disons ce qui ressort en relief, et puis j'aborderai dans un deuxième moment plutôt ce qui apparaît en creux, c'est-à-dire ce qui n'est pas traité, des formes de points aveugles dans la recherche, et donc qui présentent aussi des intérêts. Alors, premier élément sur lequel les recherches semblent actuellement converger, c'est ce que j'ai appelé la critique d'une évaluation sanction, que j'ai choisi d'illustrer ici par cette image, et donc une évaluation qui serait plus positive, et non pas forcément sous forme de notes, et non pas forcément sous forme soustractive, c'est-à-dire d'enlever des points à chaque fois qu'il y a par exemple une faute, donc centré sur les fautes, mais qui serait aussi centré sur, ou qui mettrait aussi en évidence les réussites et les progrès des élèves, et donc qui s'appuierait sur éventuellement des descripteurs et des critères. Autour de cette critique de l'évaluation sanction, on peut trouver un certain nombre d'outils ou de démarches qui seraient censés la favoriser. Alors des outils de type ou des démarches de type évaluation formative, donc de communication entre l'élève et l'enseignant, par exemple, en cours d'enseignement, des pratiques de type auto-évaluation, dont on a déjà plusieurs fois parlé, des pratiques aussi ou des outils de type portfolio. Donc en voilà un exemple rapidement qui est tiré du portfolio anglais pour les enfants. Mais
cette aide pour l'apprentissage, elle passe pas uniquement, et à mon sens, pas prioritairement par des outils, mais aussi par ce que j'ai appelé ici des pratiques et des postures d'enseignants. Alors par exemple, bon, hier on a un peu parlé avec Daniel Véronique de rétroaction corrective, hein, mais plus généralement la manière dont les enseignants choisissent de faire part aux élèves de leur réussite ou des fautes qui sont effectuées, commises. Et plus généralement, la posture, la relation qu'ils entretiennent avec les élèves, qui est, à mon sens, fondamentale pour que les élèves s'approprient aussi les évaluations qui sont pratiquées. Alors, autre tendance convergente, c'est ce que j'ai appelé des contenus élargis. Je peux passer assez rapidement parce que ça a été aussi pas mal abordé depuis 2 jours. Hein. C'est que puisqu'on enseigne des compétences et non plus des connaissances, et qu'on enseigne des connaissances non plus grammaticales, mais aussi des compétences de communication, logiquement, on évalue aussi de manière élargie. En tout cas, la recherche s'intéresse à développer des outils pour évaluer des compétences de communication et non plus seulement des connaissances grammaticales, ce qui joue sur les contenus des évaluations, mais aussi sur les outils qui sont utilisés. On en a parlé pour l'enseignement. On peut faire finalement l'inférence pour l'évaluation, donc des outils sous forme d'évaluation, sous forme d'actions dites authentiques, sous forme de projets, sous forme de scénarios. Donc par exemple ici, un travail de compréhension écrite à partir d'une carte postale. Troisième élément, et c'est peut-être sur celui-là, puisqu'il a été moins abordé depuis hier, que j'aimerais insister, c'est que pour ce qui concerne la recherche, actuellement, un grand nombre de recherches s'appuient sur les outils et sur les principes du cadre européen commun de référence pour ce qui concerne l'évaluation. Puisque dans la recherche, en tout cas les recherches qui s'intéressent à la conception d'outils d'évaluation, s'alignent en général sur les niveaux du cadre, s'alignent en général sur les descripteurs du cadre, souvent dans la perspective ou avec la finalité de proposer une évaluation qui soit justement plus positive et pas uniquement centrée sur un locuteur natif idéal. S'aligne aussi sur la perspective actionnelle préconisée par le cadre, et puis tente de développer des pratiques ou des outils d'auto-évaluation et éventuellement valorisant le répertoire plurilingue des élèves. Alors, voilà par exemple un exemple là du portfolio collège qui montre comment est introduite aussi la dimension plurilingue dans les portfolios. Alors, cette forte influence du cadre européen commun de référence pour les recherches sur l'évaluation, elle n'est pas seulement visible dans la conception des évaluations, mais elle est aussi très fortement présente dans la manière même dont la recherche est pensée, puisque la recherche, encore une fois, sur l'évaluation est très fortement centrée sur le cadre. Alors, peut-être d'une part parce que la didactique des langues est très attachée à l'intervention, mais aussi parce que je crois que la recherche en didactique des langues, elle est aussi assez fortement influencée par la demande institutionnelle, peut-être encore plus actuellement dans la situation de sous-financement de la recherche publique que nous connaissons. Alors, ce n'est pas forcément un problème en soi de constater cette forte influence du cadre. Néanmoins, il y a quand même des conséquences dont je pense qu'il est important de discuter ici. La première, c'est qu'en centrant les réflexions sur l'évaluation sur le cadre, il y a aussi du coup moins de recherches qui visent à réfléchir sur le long terme ou à réfléchir autrement que dans les termes institutionnellement formulés, les enjeux liés à l'évaluation des langues. Et puis, l'autre point, c'est que pour des enseignants qui peuvent essayer de chercher peut-être justement autre chose, on a beaucoup parlé justement de la forte option communicativiste, on a un peu aussi discuté autour de l'utilitarisme dans l'enseignement des langues. Pour des enseignants qui essaieraient de chercher un peu autre chose, ça peut donner aussi l'impression d'une limitation du champ des possibles, alors même qu'il y a aussi des fortes controverses
à ce niveau dans la recherche. Et puis le dernier point, mais je vais passer rapidement, c'est que cette forte influence du cadre, elle se retrouve aussi dans l'évaluation des systèmes éducatifs, puisque le cadre européen commun de référence accompagne et rend possible une évolution de l'évaluation vers, et a fortiori avec sa récente amplification, vers des formes de pilotage par les résultats. Dans ce cadre, l'évaluation des apprentissages prenne un autre statut. Voilà. Alors, deuxième partie de mon propos, j'ai parlé ici de perspectives de recherche. C'est pour le formuler de manière positive, d'une forme d'évaluation positive de ce qui se fait dans la recherche. On pourrait dire aussi qu'est-ce qui ne se passe pas dans la recherche ou ce sur quoi on a quand même moins d'informations. Alors la première chose, c'est moi ce que j'appelle, enfin moi, mais pas moi toute seule, j'appelle les usages, c'est-à-dire en gros la galaxie interreliée des représentations et des pratiques, parce que la recherche sur l'évaluation, en tout cas en didactique des langues, elle se centre beaucoup sur les outils et les dispositifs, donc l'élaboration d'outils d'évaluation. Mais par contre, on a assez peu de travaux sur les représentations, si ce n'est, ça a été un peu évoqué tout à l'heure, pour souligner qu'il y aurait des représentations plutôt négatives, hein, Olivier en parlait. Mais moi, je me demande un peu intuitivement si ce n'est pas beaucoup plus ambivalent que ça, et on n'a pas beaucoup d'informations à ce propos. Et puis, peu de travaux aussi sur les pratiques des enseignants et des élèves, comment les enseignants et les élèves comprennent et utilisent les outils et les dispositifs qui sont à leur disposition, comment ils comprennent ce que c'est qu'un portfolio, comment ils comprennent ce que c'est qu'une évaluation par les tâches, et puis quels sont leurs vécus de l'évaluation et en quoi ces vécus de l'évaluation, on voit bien les élèves qui, en dehors, on parlait des usages informels, se like, se dislike, etc. Donc des formes d'évaluation qui existent en dehors, en quoi ça joue sur leur représentation, leurs pratiques, leurs projets avec les langues. Deuxième point qui me semble important d'évoquer ici, c'est ce qui touche à la diversité linguistique et culturelle. Alors, très rapidement, ce que j'entends ici par diversité linguistique et culturelle, ce n'est pas seulement le nombre de langues apprises, hein, mais c'est aussi l'hétérogénéité des niveaux dans ces langues. On a parlé hier de compétences, enfin, pas hier et ce matin encore de compétences partielles, mais c'est aussi la diversité au sein d'une même langue culture, hein, ce que par ailleurs on peut aussi appeler la variation. Donc, on sait qu'il y a quelques outils qui existent, hein, je les ai présentés un peu tout à l'heure, mais par contre, il n'y a pas tellement de réflexion de fond en didactique des langues sur cette problématique de la diversité linguistique et culturelle. Qu'est-ce qu'elle fait, cette diversité, si on la prend vraiment au sérieux, à l'évaluation? Alors, quelques pistes autour de ça. Non, c'est pas ça. Quelques pistes autour de ça. La première, c'est autour de ce que j'ai appelé les traditions d'évaluation. Alors, il y a quelques travaux qui montrent, par exemple, que selon les pays, les niveaux du CECR, hein, du cadre européen commun de référence, ne sont pas du tout compris de la même manière. Bon, alors, moi, je me disais, enfin, pas que moi, mais je pense que ce serait quelque chose qui serait vraiment intéressant d'aller regarder de plus près, parce que je crois qu'on a peu d'éléments là-dessus. Est-ce qu'on évalue de la même façon l'anglais, l'allemand, le chinois, le russe, l'arabe, etc., etc. Ce sont des langues avec des systèmes différents. Bon. Ce sont des langues qui ont des histoires différentes, notamment marquées par une tradition plus ou moins normative. Ce sont des langues qui véhiculent des représentations différentes. L'allemand est une langue difficile, l'espagnol est une langue facile, etc. Donc, est-ce qu'on évalue du coup de la même manière? Est-ce qu'on a la même tolérance à la faute? Ce sont des langues avec des traditions d'enseignement différentes. Et puis Rita vient de l'évoquer, pour les DNL, il y a encore en plus les traditions disciplinaires qui se rajoutent. Donc ça, on a très peu d'informations là-dessus, hein, et notamment dans les situations scolaires. Autre point, c'est ce que j'ai résumé ici sous le terme de contact de langue. Les travaux, on en a parlé encore aujourd'hui et hier, en sociolinguistique, un peu en acquisition, en didactique sur les contacts de langue, montre que ces mélanges de langues dans les usages quotidiens et dans les classes sont assez fréquents, sont normaux. Et pourtant, il y a peu de travaux sur l'évaluation qui réfléchissent à l'implication de ce constat pour l'évaluation elle-même. Ce que j'appellerais, moi, les rapports entre normes et variations dans les usages évaluatifs. Alors, par exemple,
c'est d'autant plus important, il me semble, mais ça on l'a évoqué, donc je peux passer rapidement là-dessus, que les expériences et les répertoires linguistiques et culturels des élèves sont divers, hétérogènes, que leurs usages langagiers, mais aussi leurs usages d'appropriation des langues, leurs usages évaluatifs, la manière dont les enseignants, les élèves, etc., évaluent, s'auto-évaluent, sont influencés par ce qui se passe en dehors de la classe, les réseaux sociaux, les mobilités, les langues familiales. Donc ils sont en contact, les élèves, avec d'autres variétés de langues que les langues normées enseignées à l'école, en termes de vocabulaire, d'accent. Qu'est-ce qu'on fait de ça dans les classes ? Quand les élèves reviennent avec des termes d'anglais américain, avec un accent, je ne sais pas, australien, qu'est-ce qu'on fait de ça dans la classe ? Comment les enseignants donc, tiennent-ils compte de cela dans leurs évaluations ? Pas seulement dans l'enseignement, là je parle bien de l'évaluation. Est-ce qu'on considère que c'est une faute ? Est-ce qu'on considère que ça n'en est pas ? Comment on fait avec ça ? Comment les enseignants et les élèves se représentent ces mélanges de langues ? Est-ce qu'ils en ont une perception négative en termes de faute ? Est-ce qu'ils en ont une perception positive, voire, on en a parlé tout à l'heure, d'éléments à valoriser ou en tout cas sur lesquels on peut s'appuyer en termes de stratégie plurilingue, d'occasion pour réfléchir les usages ? Là encore, en évaluation, qu'est-ce qui en est fait ? Il n'y a pas tellement d'informations à ce propos. Et c'est un enjeu qui est d'autant plus important que sur le territoire, Christian Olivier l'a encore rappelé tout à l'heure, il y a des situations de diversité linguistique et culturelle pour le moins intenses pour les élèves, qui présentent des enjeux identitaires extrêmement vifs, extrêmement forts, et sur lesquels on peut difficilement faire l'impasse, notamment dans l'évaluation, parce que l'évaluation, c'est le rapport à la norme, c'est ce qui dit aussi ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, ou ce qui le serait. Hein. Donc il y a un rapport à la norme sociale, à la normativité qui est plus important, en tout cas plus explicite que dans l'enseignement, et qui présente de ce fait plus d'enjeux. Dernier point, les évaluations qui sont menées avec, en tout cas qui sont mises en œuvre avec une conception, on va dire, normative des langues, hein, donc il y aurait une bonne langue, une bonne manière de parler, l'anglais, l'allemand, etc., etc. Il y a assez peu d'études, en tout cas en didactique des langues, mais c'est vraiment un problème de langue, en termes de vecteurs d'insécurité linguistique. Dans quelle mesure des évaluations extrêmement normatives véhiculent ou pas de l'insécurité linguistique pour les élèves, mais aussi pour les enseignants ? Hein, on parlait tout à l'heure des DNL, un enseignant qui prend le risque d'enseigner sa discipline dans une langue qui n'est pas la langue de l'école, qui n'est pas la sienne. Bon, ça met en insécurité didactique, mais ça met aussi en insécurité linguistique. Et comment l'évaluation, là-dedans, vient en plus renforcer ou au contraire atténuer ce sentiment d'insécurité linguistique. Il me semble que là aussi, il y a des enjeux importants parce que ça déplace la réflexion, notamment, par exemple, pour l'interprétation des évaluations internationales où, du coup, si on prend les choses sous l'angle de l'insécurité, c'est pas la même chose que de les prendre sous l'angle de l'efficacité d'une méthode. C'est plus une question d'efficacité de méthode, mais c'est peut-être aussi une question, justement, de rapport à la langue, rapport à la norme, et c'est pas tout à fait du même ordre. Et puis, dernier point, je ne sais pas du tout où j'en suis en heure. Ah bah voilà, c'est parfait, je vais tenir dans les temps. Dernier point, peut-être aussi à discuter, et puis sur lesquels des recherches pourraient être plus développées. On a beaucoup parlé d'enjeux didactiques et d'intervention dans les classes. Hier a été aussi un peu abordée la question d'enjeux qui sont en dehors de la classe, mais qui jouent sur les dimensions didactiques, donc tout ce qui est de l'ordre du politique, du philosophique, de l'éthique. Il y a par exemple pour l'instant très peu de recherches, en tout cas françaises, francophones, hein, et donc sur des situations françaises, très peu de recherches sur l'histoire de l'évaluation en langue, alors que ça permettrait de mettre en évidence le caractère socialement construit, le caractère historiquement situé des évaluations, donc les choix qui ont été faits ou les choix qui n'ont pas été faits à certains moments. Donc là aussi, ça permet de mettre en perspective un certain nombre d'éléments. Des recherches aussi sur les dimensions éthiques et puis sur les dimensions politiques, mais là j'y reviendrai moins, ça a été un petit peu dit ces derniers temps en termes de politique linguistique et éducative sur la place, la conception, le statut de l'évaluation autour de compétences partielles, quel niveau atteindre, etc. Je pense que je peux rester ici sans forcément parler de la conclusion, si ce n'est peut-être pour redire ce que j'ai déjà un petit peu dit. Les convergences dont j'ai parlé, ce sont bien
des convergences des tendances dominantes, absolument pas des consensus. Que les recherches qui sont à développer, si j'ai parlé en termes de recherche à développer, c'est pour le placer sous l'angle de la prospective, puisque vous aurez des recommandations à effectuer. Mais ce sont aussi des angles morts, des choses sur lesquelles, pour l'instant, il me semble qu'on a assez peu d'informations, alors que ça présente des enjeux non seulement pour l'évaluation des apprentissages, mais aussi pour la définition de priorités pour la recherche dans les situations scolaires, et aussi, et là j'ouvre un boulevard pour mes chers collègues ensuite, pour la formation des enseignants. Je vous remercie. Merci. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Je suis là. Vous écrivez que de nombreuses recherches s'accordent sur la nécessité de mettre en œuvre des évaluations plus authentiques. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets d'une évaluation authentique? Alors, je vais commencer en bonne chercheur par questionner les termes. Il faut déjà problématiser ce qu'on appelle authentique. Je pense que de fait, j'ai parlé ici d'authentique pour aller rapidement, dans la note de synthèse aussi, parce que déjà qu'on n'avait que 4 pages et que j'en ai fait le double, donc c'était pas le moment de rajouter encore des pages. Je pense qu'authentique, c'est pas du tout le bon terme en fait, parce que tout à l'heure, Elke en parlait aussi, à partir du moment où on introduit un document ou une pratique extrascolaire dans la classe, de fait, elle n'est plus la même, elle se déplace, les attentes ne sont pas les mêmes, donc c'est plus tellement authentique au sens où ce serait le même document ou la même tâche. Donc authentique avec 50 guillemets est certainement un autre terme à prendre à utiliser, peut-être quelque chose comme vraisemblable serait déjà un peu plus proche. Maintenant, s'il faut donner des exemples, alors celui-là est extrêmement basique, donc je ne vais pas y revenir dessus, hein, la carte postale par exemple. Il y a des choses qui se sont faites là aussi plutôt dans la formation des adultes et à l'université, je pense au CLES à l'université, hein, qui sont des évaluations qui travaillent sous forme de scénario. Donc où en fait on part d'une situation et en fait à partir de là, donc je sais pas, je dois organiser un voyage en Italie et à partir de là on fait découler un certain nombre d'activités qui servent à l'évaluation, donc comme le jeu de rôle en fait comme une espèce de simulation globale mais avec une perspective d'évaluation. Voilà, ça c'est si on décide de mettre l'accent sur la dimension communicative des langues. Mais c'est déjà un choix en soi. J'ai eu plusieurs questions d'internautes qui se demandent, vous avez tourné autour de la question, mais vous n'avez pas, vous avez pas apporté votre avis là-dessus, sur la contradiction apparente qu'il y a entre le cadre européen de compétences qui sert de plus en plus d'étalon évaluatif, et en même temps sur le maintien de la tradition de la note, par exemple en collège. Est-ce que c'est la tension qu'on retrouve ailleurs entre compétences et notes, ou est-ce que c'est quelque chose de particulier en langue? Là, il y a une question dessus, voilà, déjà, là-dessus. Ça montre bien que les préconisations ne descendent pas, enfin qu'il y a des hiatus aussi entre un certain nombre de préconisations institutionnelles et puis ce qui se passe dans les classes. Il y a une tradition quand même en France extrêmement ancrée autour de la notation. Ça fait partie pratiquement d'une espèce de folklore. On voit bien qu'à chaque fois que on essaye d'y toucher, ça fait, je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, ça fait la une des médias, c'est l'école qu'on assassine, etc. Donc c'est très ancré en France. Maintenant, le cadre ne prend pas du tout position sur note ou pas note. Alors, les éventuelles préconisations qui sont autour du cadre, c'est plutôt le fait que par les descripteurs, on part de ce que les élèves savent faire plutôt que de ce qu'ils ne savent pas faire. Et alors justement, la complément, c'était, est-ce que ce problème venait du problème autour du dispositif d'évaluation, ce que vous semblez dire, ou d'un problème de pratique pédagogique, c'est-à-dire de difficulté à mettre en place un travail sur les compétences plutôt que autre chose? Je ne sais pas. Je peux difficilement répondre. Je n'ai pas d'éléments là-dessus vraiment appuyés sur ce qui se passe, dans les classes. Et puis, je crois que c'est assez difficile de faire une réponse uniforme parce que, par exemple, la question de la notation, elle ne se pose pas du tout de la même manière au primaire
qu'au collège et qu'au lycée. Donc c'est extrêmement difficile d'y répondre de manière globale, je crois, sans faire des généralisations qui n'ont pas lieu d'être. Une des dimensions qui nous a beaucoup intéressés et interpellés, c'est l'évaluation positive, que nous connaissons déjà un peu en maternelle dans le premier degré. Et on se posait la question de la place de l'erreur. Et on souhaitait aussi imaginer, nous, une recommandation sur l'évaluation positive. Vous avez évoqué la rétroaction. Est-ce qu'il faut qu'on aille dans notre recommandation, comme au Canada, jusqu'à indiquer un petit peu ce qui pourrait être la recommandation, un retour positif et un conseil? Jusqu'où il faut qu'on aille? Est-ce que vous avez des recommandations, ou des éléments concrets sur l'évaluation positive? Merci. Alors, je pense que le côté... là, je vais répondre en mon nom. Le côté prescriptif au point de dire aux enseignants ce qu'il faut dire et comment il faut le dire me semble personnellement à écarter. Je suppose que mes collègues qui vont parler de la formation des enseignants en parleront tout à l'heure. Si on parle bien de formation des enseignants, c'est bien justement pour pas imposer, mais plutôt faire réfléchir à. C'est quand même une autre posture. Donc sur l'évaluation positive, des choses existent autour de l'auto-évaluation. J'ai évoqué aussi l'utilisation de critères qui mettent en évidence plutôt les réussites. Pas nécessairement ceux du cadre. Je pense qu'un certain nombre d'enseignants se bricolent déjà des retours, des commentaires, etc., avec une approche ne serait-ce qu'avec une approche critériée qui permet, en faisant une lecture un peu méthodique, entre guillemets, d'une performance ou d'une production d'élèves, de pouvoir y repérer pas seulement ce qui ne va pas ou de foncer directement sur les fautes, mais aussi de prendre le temps d'une lecture qui s'appuie sur d'autres traces. Si j'avais, je crois, une préconisation, alors je ne sais pas si je suis en position de donner des préconisations, mais en tout cas, moi, quelque chose qui me semble extrêmement important à souligner, c'est que évaluation positive, pour moi, c'est peut-être commencer par briser des formes de linéarité. C'est-à-dire que, justement, dans des conceptions de l'évaluation où on travaille avec des grilles toutes faites, des niveaux assez linéaires, et on le voit avec, par exemple, le cadre, et puis encore plus avec l'amplification qui vient d'en sortir, on est vraiment dans une espèce de logique comme ça. On disait hier, ouais, mais des fois, les élèves, ils régressent. Oui, mais du coup, c'est un peu compliqué si on est dans une grille, de dire non, mais toi, tu redescends à l'étape du dessous. Donc, rien que la grille, je crois, met dans une espèce de trajectoire qui homogénéise beaucoup. Alors, il y a des travaux qui ont été faits autour, par exemple, de... Alors, c'est pour l'instant des métaphores plus que des outils, mais de dire, plutôt que la grille, quelque chose comme une carte. Le portfolio, pas en tant qu'outil tel qu'il est fait, mais je crois dans sa philosophie. Après, on peut en faire des déclinaisons extrêmement différentes. Mais... peut permettre, au lieu justement d'être dans quelque chose qui est une grille où on coche, mais par des formes, je ne sais pas, de dessins, de dessins réflexifs, de textes réflexifs, peuvent permettre à l'élève d'expliquer, lui, comment il se sent dans son apprentissage, comment lui, il s'auto-évalue, comment éventuellement l'enseignant comprend ce que l'élève comprend de son auto-évaluation. Mais ce n'est pas la même chose que les grilles, ce n'est pas la même chose que les cartes. Et je crois qu'en brisant cette linéarité, on rentre aussi dans une autre conception de l'évaluation qui n'est pas complètement dans cette idée d'un progrès nécessaire, absolu, continu. Il a été noté plusieurs fois que vous utilisiez le terme de faute. C'est volontaire ou c'est pour oui, reprendre... oui, je le fais plus ou moins exprès ici. Alors effectivement, la tradition, c'est de parler d'erreur. Je suis bien au courant, j'en parle régulièrement aussi en cours. Effectivement, erreur est le terme qu'on a substitué à faute justement pour rentrer dans cette idée d'évaluation positive. Maintenant, le terme en lui-même, c'est pas tellement le terme est important et les mots ont leur importance, mais c'est plutôt la posture qui est derrière. Et donc je parle de faute parce que c'est souvent le terme qui ressort et donc c'est un raccourci. Bien sûr que c'est pas... Mais encore une fois, c'est moins le terme qui m'intéressait ici, il est problématisé, mais c'est plutôt la posture qui est derrière. Je préfère un enseignant qui dit faute et qui en même temps met en place un certain nombre d'outils puis qui instaure une relation avec ses élèves dans laquelle les élèves prennent confiance plutôt que quelqu'un qui va parler politiquement correctement d'erreurs tout en continuant à toutes les souligner.
Alors on va arrêter là, on fait une dernière petite pause et on reprend vers 16 h.